merci beaucoup de faire ça. Honnêtement, moi, je suis bien intéressé par tout cet univers-là. J'en écoute un peu, mais j'en écoute, puis je suis au bout où je connais pas la technique. Donc, je regarde, j'aime ça. J'aime ça entendre du monde en parler. J'aime ça comprendre ce qui se passe. Fait que ça me fascine au bout. Puis, vu que tu as déjà fait aussi Mike Ward, je vais essayer de pas t'amener des mêmes places qu'il t'a amené, là, pour que tu te répètes pour rien, là, parce que j'ai des questions. Moi, il n'y a pas grand-chose qui est. On peut parler de tout, là. Il n'y a pas grand-chose qui me barre bien. Ouais, ben c'est ça que j'ai vu. C'est très nice pour vrai. C'était super intéressant pour vrai. On peut commencer tranquillement. Écoute, moi, je vais te présenter, pas de côté. Combattant, plus ex-combattant de MMA. Et là, c'est quoi? C'est commentateur, business. Ouais, c'est ça. J'ai 2 business. Je faisais beaucoup de conférences pour la motivation et la résilience dans des corporations, dans les coopératifs, dans des écoles secondaires, des équipes sportives aussi. Ça marchait très fort avant que la pandémie arrive. Je suis commentateur depuis 12 ans pour l'UFC. Je suis la voix francophone de l'UFC. Donc, je suis employé encore de l'UFC, même si je ne suis plus combattant. Donc, c'est pour ça que le monde ne comprenait pas pourquoi j'ai passé de TVA Sport, après ça, j'étais allé à RDS, mais moi, j'ai suivi la job. Moi, je suis engagé du UFC, je ne suis pas engagé de RDS ou de TVA Sport. Donc, c'est pour ça qu'on a suivi la job. On a passé de l'autre bord de la rue. Ouais. Puis, exact. Puis, c'est ça. Puis là, il y a des projets au niveau du jeu d'acting qui s'en vient là, parce que je suis aux ateliers Fichot. Je suis aux ateliers Fichot pour parfaire mon jeu, puis il y a des belles choses qui s'en viennent là, vers la fin de l'année et début de l'année 2021. Fait que ça, on est super contents. Puis, papa, une deuxième fois d'un petit gars. J'ai déjà une petite fille de 4 ans, donc papa, une deuxième fois depuis une semaine. Donc, ça tient occupé, mais tu sais, moi, si je fais rien, je m'ennuie. Là. Fait que, tu sais, je m'essaie de me trouver des projets. Mais tout ce que je fais présentement, ça marche bien. Donc, ça, là-dessus, je me trouve chanceux. Très nice. Oui, c'est ça. Mais merci de le faire. Une semaine de bébé, je sais que la fatigue doit être dans le tapis. Au début, ça dort 20 heures sur 24. C'est pas si pire. Mais ça dort pas quand toi tu veux. C'est ça le problème. C'est pas sur commande. Exact. Là, les ateliers de Daniel Fichot, moi, je connais ça. Là, fait que là, tu te fais crier après par Daniel. Ça s'en vient, là. Ouais, ça s'en vient, là. Moi, on recommence le 28 septembre. Okay. C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de recommencer, là. Puis c'est ça. Puis là, j'ai des belles occasions qui s'en viennent. J'ai beaucoup de contacts dans ce milieu-là pour des films, des téléséries aussi qui s'en viennent. Donc, avec PPS Canada, qui est mon agence de représentation. Donc, avec Steve Godbout, puis il y a Pierre Méthode là-dedans, tu as Sylvain Marcel. Donc, ça va super bien. Puis on est en train de se placer quand même assez bien. Là. J'aurais voulu faire ça, même si j'aurais voulu le faire avant, jouer puis faire de l'acting, j'aurais pas pu. J'étais trop occupé avant, j'avais une carrière professionnelle. Là, je me concentre là-dessus à 100% parce que quand tu te concentres pas là-dessus, à recevoir des coups de poing sur la gueule à 100%, tu vas en recevoir pas mal plus. Fait que, faut que tu sois là mentalement à 100%. Mais là, je pense que c'est le temps, puis j'ai vraiment le goût de faire ça. C'est très nice, ça. Puis il y a de la place pour ça. Est-ce qu'il représente encore Hugo Girard? Pour ses conférences seulement, okay. Hugo, il y a une compagnie lui-même de production qui s'appelle En Prod TV ou Prod TV, quelque chose comme ça. Donc, il produit lui-même ses choses. Mais pour les conférences, il s'occupe encore de Hugo. Justement, tu parlais de ta conférence. Ça, c'était suite à ton premier livre, en fait. Oui, absolument. Absolument. Un premier livre qui s'appelait Tout est possible. J'ai sorti ça en 2016. C'est un livre de motivation, de résilience, dans le fond. C'est un livre qui explique comment, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, comment j'ai eu des montagnes russes dans ma vie, comment j'ai toujours été capable de revenir au sommet. Puis j'explique mon chemin, mon cheminement là-dedans. C'est pas une biographie, là. C'est un livre, c'est un aide. C'est un accompagnement, moi, je trouve. Puis quand tu vas finir ce livre-là, tu te dis hey, si lui a réussi, ben moi tout, je suis capable. Puis j'ai basé ma conférence là-dessus. C'est une conférence qui est quand même assez coup de poing, là. Tu sais, ça ne va pas faire le jeu de mots plate, là. J'y avais même pas pensé, va vrai dessus. C'est encore en dedans de moi. Mais après, même je t'ai arrêté, c'est encore en dedans de moi. Je l'ai même pas vu. Je l'ai laissé passer. Mais tu sais, c'est une conférence que. Tu sais, si tu n'es pas prêt à te faire dire les choses en face, ça se peut que tu sortes dedans un petit peu choqué, mais ça se peut que ça te réveille aussi. Tu sais, moi, je dis que la chance, ça n'existe pas. Il faut que tu lèves ton cul si tu veux que les choses arrivent. Tu sais, plein de choses comme ça. Puis, tu sais, de faire confiance, de te dire bravo, tu sais, de donner de l'importance. Arrête de dire que c'est de la faute des autres. Si c'est de ta faute, c'est toi qui as travaillé pour. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de choses là-dedans.
Puis il y a beaucoup de monde qui viennent me voir après les conférences, puis qu'ils me sent la main, puis ils disent ah, ouais, t'as raison, je vais prendre plus soin de moi, je vais penser à moi. Je vais me donner le crédit qui me revient quand il y a des belles choses qui arrivent. Parce que c'est tout le temps ça. Hein. Quand ça va bien, tu dis ah, merci la vie. Puis quand ça va mal, tu dis ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Exactement. La vie peut te donner le cancer le même matin. Là. Fait que, à un moment donné, il faut que tu donnes le crédit toi-même s'il y a des belles choses qui arrivent. Là. Ah, mais je suis bien d'accord avec cette philosophie-là. C'est très nice. Puis là, tu as ton deuxième livre là, qui sort le 29 septembre, je pense, c'est ça? Le 30 septembre, exact. C'est un livre complètement différent avec les éditions de l'Homme. Belle boîte de production. Là. Je suis super content de travailler avec eux. Là. La publicité va être grosse boîte. La publicité va être assez intense à partir du 20 septembre. C'est un livre qui a quelque chose pour moi qui est très significatif parce que c'est. Tu sais, même si je parle de faire de l'acting, même si je parle de faire d'autres choses, j'ai des business qui n'ont pas rapport avec le sport. Tu sais, ce sport-là, ça a été une partie de ma vie pendant 15 ans de temps. Dans le fond, c'est toute ma vie. Tu sais. Puis même si je vais faire d'autres choses dans ma vie, ça va toujours être collé à moi. Puis pendant un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette enveloppe-là, pour me faire connaître pour d'autres choses qu'être un commentateur sportif ou un athlète. Puis à un moment donné, je me suis dit, regarde, je vais l'utiliser à mon avantage. Fait que j'utilise ça pour m'ouvrir des portes à gauche, à droite. Puis ce livre-là, ben, c'est justement ça. Ça explique c'est quoi les arts martiaux mixtes. Ça explique c'est quoi ce sport-là. Et c'est fait d'une façon comme si je parlais à un chum, comme si on se parle. C'est écrit vraiment super bien. C'est Joanie Godin qui a écrit ça avec moi. Elle a mis mes paroles en mots. Puis, écoute, c'est un ouvrage qu'on est super content. J'ai démystifié des mythes. Je parle de la vérité, je parle des stéroïdes, je parle des coupes de poids, je parle des règlements, je parle des anecdotes qui se passent en arrière des rideaux. C'est vraiment là, c'est wide open, là, vraiment. Puis, tu sais, il y a du monde qui ne connaissent pas ce sport-là qui va acheter ce livre-là. Puis il y a du monde qui connaissent très bien qui va acheter ce livre-là. Puis tout le monde va être content parce que, de un, je ne prends pas personne pour des imbéciles si tu connais ça. Puis de deux, je ne vais pas trop dans le technique si tu ne connais pas ça, puis tu vas te perdre. Donc, je pense qu'avec mes années de commentateur, j'ai trouvé ma façon de vulgariser ce sport-là pour que tout le monde comprenne. Puis je l'ai mis dans ce livre-là. Très nice. Ben justement, là, mettons que j'aimerais ça faire un petit round-up rapidement de ta carrière en général. Là, ça te dit que tu as eu 34 combats en MMA. Est-ce que c'est 34 combats dans la UFC ou c'est dans toutes les ligues au total? C'est tout au total. J'ai 23 combats dans l'action de l'UFC, si tu comptes les 2 combats que j'ai faits dans la télé-réalité d'Ultimate Fighter. Donc, ça me donne un combat de plus d'un certain Georges Saint-Pierre. Je ne sais pas si tu sais qui, mais il n'est pas très connu. Je pense que c'est ça. Captain America, mais... Ouais, je pense quelque chose, une petite apparition. J'ai vu là-dedans. Mais... Exact. Donc, je suis le Canadien qui a le plus de combats dans la version de l'UFC. Puis, j'ai tout fait ce qui existe dans ce sport-là. J'ai commencé ma carrière à l'UFC en 2004. Je suis rentré par la grande porte. On m'a donné le combat, un main event en partant, le combat principal donc, contre un gros bonhomme, contre Tito Ortiz, exact. Et Georges Saint-Pierre était sur ma sous-carte. Ça, je suis bien content de dire ça des fois. Ça passe bien dans une conversation. Dans le sens qu'il était sur les combats avant. Exactement. Parce que c'était pas le main event, dans le fond, c'est ça? Oui, exact. Puis, non, mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai fait une longue carrière là-dedans. Je me suis fait mettre dehors. Je suis revenu en 2012. J'ai fait beaucoup dans ce sport-là. Tout ce qui existe. Je me suis battu dans les combats de championnat du monde. Je me suis battu dans les combats principaux des main events. J'ai fait la télé-réalité en arrière de moi. Là, comme participant de Ultimate Fighter. Je l'ai coaché aussi en 2014 pour l'équipe Canada face à l'équipe Australie. Donc, quand j'ai pris ma retraite, c'était quelque chose que j'avais pensé, mais pour moi, je n'avais plus rien à accomplir dans ce sport-là. Puis, ma fille est née, puis il y a plein de choses qui sont arrivées. Donc, j'ai aucun regret de ma retraite. Pour vrai, les seuls remords que j'ai peut-être, c'est des combattants que je n'ai pas été capable d'affronter dans ma carrière. Mais des regrets, j'en ai aucun. C'est nice. Ben écoute, on parlait de ta retraite. C'est des questions que j'avais éventuellement, mais je me demandais, psychologiquement, là, quand tu sais que tu vas prendre ta retraite, est-ce que tu le savais avant ton dernier combat que tu prenais ta retraite après? Oui, j'ai pris la décision 2 mois avant le combat. Direct quand j'ai commencé mon camp d'entraîneur pour ce combat-là, je savais que c'était mon dernier. Puis je ne l'ai pas dit à personne. Il n'y a personne qui le savait. Même ma femme ne le savait pas. Elle l'a su quand elle a regardé à la télé, puis j'ai mis mes gars dans le milieu. C'était quelque chose, je voulais vivre ça tout seul. Parce que je me disais, je me dois ça à moi-même. J'ai fait 15 ans dans ce sport-là. Puis la dernière fois que je vais vivre tous ces moments-là,
la dernière coupe de poids, la dernière marche vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer crie mon nom, la dernière fois que la porte de l'octogone ferme, je voulais que personne d'autre partage ces derniers moments-là avec moi. Puis je suis sorti de là, puis sérieux, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Puis tout le monde comprend ce cheminement-là de mon dernier combat. De le faire tout seul. Puis je me demandais, ça joue-tu dans la tête pendant le combat, le fait que c'est ton dernier? Est-ce que ça, psychologiquement, ça t'affecte quand tu te dis, OK, c'est la dernière fois que je fais ça d'un point de vue préparation, ou tu es tellement pro rendu là que tu es habitué de mettre la switch à off puis de juste comme aller faire ce que tu as à faire? Non, ça ne change rien dans la préparation. Dans le combat, ça ne change rien non plus. Je te dirais, c'est peut-être les 10 minutes avant le combat que ça change quelque chose, parce que tu sais que c'est ta dernière fois. J'ai essayé de le cacher le plus possible avec une poker face, mais l'entrée vers l'octogone, je marchais, puis il y avait beaucoup, beaucoup de monde, puis je savais que c'est la dernière fois que je vivais ça, puis je suis venu les yeux pleins d'eau, parce que c'est tellement d'émotions, c'est 15 ans de ma vie qui se terminent ce soir-là, puis moi, je sais que c'est terminé. Il n'y avait pas d'occasion qu'il peut-être je vais revenir. Non, c'était terminé. J'avais fait la paix avec ça, j'avais pris la décision, puis ça a changé. Mais un coup que le combat commence, tu as reçu le premier coup de poing, tu n'as pas le choix d'être prêt. Ça te redresse, là. Tu veux pas que la retraite arrive plus tôt que prévu. Exact. Mais ce rush-là que tu vivais, en fait, là, parce que ça doit être complètement insane. De un, tu t'en vas te battre. Fait que je veux dire, il y a une notion de survie là-dedans qui est gérée, même si tu es super bien préparé. Tu as la foule, c'est souvent des milliers de personnes, là, quand c'est des combats de UFC puis que c'est plein. Ce rush-là, quand tu sors du sport puis tu es habitué de vivre ça puis d'avoir ce gros rush-là, y a-t-il une période d'adaptation qui est difficile? Tu le retrouves où? Nulle part. C'est tellement difficile. Puis, tu sais, moi, je me suis mis en paix avec ça parce que je me suis dit, moi, je les ai vécus ces moments-là. Puis, pendant ma carrière, il y a quelques reprises, tu sais, j'avais le droit d'avoir 3 hommes de coin. Je n'ai pas besoin de 3 hommes de coin, moi, dans mon coin. J'ai besoin de 2, puis l'autre, c'est un extra. Il amène la chaudière, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai fait vivre ces moments-là à des amis qui sont super proches de moi, qui n'avaient aucun défaut, aucun rapport avec le sport, qui ne s'entraînaient pas avec moi, mais je dis, quand je vais parler du rush d'adrénaline, de rentrer dans l'octogone, puis la marche vers l'octogone, quand tu vas être avec moi, tu vas savoir, toi au moins, tu vas savoir de quoi que je parle, puis tu vas être capable d'échanger, puis d'essayer de faire comprendre c'est quoi ce rush d'adrénaline-là. Tu sais, c'est comme quand tu sautes en parachute, tu peux pas le décrire c'est quoi tant que tu l'as pas fait. Tu sais, tu dis, le cœur te reste dans l'avion. Ouais, mais tu sais pas, tant que tu l'as pas fait. Bon, ça, c'est la même chose. Puis les athlètes, souvent, je te dirais, la plupart du temps, vont revenir à la compétition, vont faire un comeback parce que c'est ça qui leur manque. C'est pas le sport qui leur manque, c'est pas des coups de poing sur la gueule qui leur manque, c'est pas l'entraînement, c'est pas la diète, c'est ce feeling-là qui est impossible à recréer nulle part. Puis ça, je pense que c'est la même chose pour tous les sports, mais tu sais, je parle du mien. Tu sais, le rush d'adrénaline, quand tu es rendu dans l'octogone, la porte se ferme, tu es comme dans un Twilight Zone, tu es mano to mano avec le gars en avant. Tu sais, c'est des affaires irréelles, mais c'est encore une fois, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de ne pas dire à personne que c'était mon dernier combat, parce que c'est ça, je voulais vivre ça tout seul, juste avec moi-même. Tu sais. C'est énorme. Écoute, moi, j'ai juste tourné un sketch qui était un sketch c'est le pire combattant de MMA. Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? OK. Je veux dire, ça me faisait vraiment rire, mais pour tourner ça, on est allé au Sherbatov à Laval. Ouais. Puis juste rentrer dans l'octogone, alors que là, on tourne, il n'y a rien, là, avec un gars qui s'entraîne à MMA pour vrai. Ça m'a joué dans la tête de, moi, je suis pas un batailleur dans la vie du tout, là. Je suis plus le punching bag. Et je le sentais, puis je me dis, ça doit être complètement terrifiant la première fois que ça ferme, puis tes premiers combats où t'es comme, oh shit, là, this is real, là. Ben, je te dirais, le premier coup de poing que tu reçois, là, tu restes bête, là, pour vrai, parce que même si tu t'entraînes, même si, whatever, le premier coup de poing que tu reçois avec des gants de 4 onces, là, tu le prends, tu es comme insulté, tu n'as jamais filé ça. Puis il y a plein de choses que tu n'as jamais. Ben, c'est pas la même chose. Tu parles d'être dans le zone octogone, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là, la nervosité, l'anxiété, la foule, tes hommes de coin sont là, l'arbitre est là, tu as un troisième homme dans l'octogone qu'en entraînement, tu n'as pas ça. Il y a tellement de choses qui se passent, puis en une fraction de seconde, il faut que tu sois capable de tout gérer ça, puis être capable d'aller performer en même temps. Fait que, tu sais, c'est pas... comment je peux dire ça?
Je dis pas que les sports, c'est plus facile. C'est complètement différent. Mais moi, j'ai pas de coéquipier pour m'appuyer. Tu comprends? Moi, si ça va pas bien, je peux pas faire une passe à quelqu'un et dire, OK, je vais aller au banc, je vais aller me reposer. Je suis tout seul face à l'autre. Fait que si ça va pas bien, faut que je me démerde moi-même. Tu comprends? Là, même si mes hommes de coin me disent quoi faire, il faut que. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est le plus vieux sport au monde. Puis ça a tellement évolué avec les années. Maintenant, aujourd'hui, le sport est ridicule. Comment que les athlètes, comment sont bons, comment sont complets. Puis tu sais, avec le livre, justement, que je vais sortir, c'est ça que je veux faire. Je veux démystifier. Je veux que le monde sache que c'est un sport avec des athlètes incroyables et non pas juste un goon de hockey face à un doorman que ça donnerait un bon combat. Tu comprends? Ouais, mais je pense que c'est l'image du départ parce que c'était un peu ça, les premiers événements. C'était juste comme c'était un freak show carrément. Là. C'est une boucherie. C'est ça. Puis c'est pas dans cette période-là que Gracie est arrivé et qu'il a comme essayé d'installer je peux battre n'importe qui avec c'était du jiu-jitsu. Ouais, ben, il a plus qu'essayé, il l'a fait. Il a battu tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça son message qui s'en allait porter, en fait. Là. Exact. Il n'y avait pas de catégorie de poids dans ce temps-là. Fait que le petit Brésilien de 160 livres qui arrive avec un kimono. Puis dans ce temps-là, c'était des gros Américains qui étaient du catch wrestling, des gros lutteurs. Puis lui, il arrivait, puis il passait des soumissions à tout le monde. Personne ne comprenait ce qui arrivait. Le gars de 160 livres qui gagnait comme tout le monde. Tu sais, lui, c'est sûr qu'il a ouvert les yeux sur son art, qui était le jiu-jitsu brésilien. Mais tu as raison, au début, il y avait 3 règlements au début. Hein. Tu n'avais pas le droit de mordre, pas le droit de crever les yeux, puis pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. Ouais. C'était ça, les 3 règlements. Il n'y avait pas les coups de pied d'un couille aussi? Non, ça, tu avais le droit, il n'y a pas de trouble. Tu avais le droit, ouais. Oui, il y a un combat, je pense que c'est UFC 5 ou 4. C'est un gars qui s'appelle Keith Hackney qui se battait contre un Japonais, Joe Son. Puis les deux sont à terre. Puis Keith Hackney qui est sur le dessus. Puis il drop des shots d'un gosse, au moins une dizaine. Puis j'avais pas de problème, c'était légal, il n'y a pas de trouble. Le seul règlement qui est arrivé après, c'est juste à l'UFC 11. C'est Tank Abbott qui a essayé de lancer un adversaire à l'extérieur de la cage. Okay. Là, ça a parti avec, après ça, les autres règlements. Mais l'autre règlement après qui est arrivé, c'est que tu n'as pas le droit de lancer ton adversaire dans l'autre bord de la cage. Il y a eu une évolution, mais c'est vrai que tu as raison. Le monde sont restés avec la première image de ce sport-là en 93-94. Mais c'est ça qui est difficile à changer. Puis le monde dit, mais c'est un sport nouveau. C'est plus si nouveau que ça, là, on s'entend. Là, à un moment donné, il faut que le monde évolue avec le sport, mais je ne veux pas froisser personne. Non, mais je ne veux pas froisser personne. Je finis là-dessus. Je ne veux pas froisser personne, mais tous les sports ont évolué. Les partisans ont évolué avec les sports. Malheureusement, les sports de combat, les partisans n'ont pas beaucoup évolué avec le sport. Oui, ça reste encore un sport d'hommes de Cro-Magnon. Tu t'en vas dans des combats plus régionaux. Tu vas encore entendre des affaires de baser à la gorge puis à raser à la tête, des affaires de même. Ça va être fréquent. C'est très tribal, c'est très. mais le sport est effectivement, c'est beaucoup sophistiqué. Puis moi, c'est pour ça que j'adore ça, regarder ça. Parce que j'ai essayé de m'amener 1 ou 2 fois, j'étais allé roller avec un de mes amis, faire du jiu-jitsu, juste pour me montrer c'était quoi. Puis j'ai compris toute la complexité, puis tout c'est vraiment des échecs physiques. Là. Absolument. C'est la meilleure analogie que tu peux faire. Là. Vraiment, le jiu-jitsu brésilien, c'est des échecs parce que une clé de bras, là, que tu sois une ceinture blanche ou une ceinture noire, c'est la même chose, la clé de bras. On s'entend, le bras ne plie pas du bon bord. C'est la même affaire. Que tu sois vraiment débutant ou avancé, c'est la même technique. La différence, c'est les connaissances que tu vas avoir pour aller chercher cette technique-là. C'est de passer 2-3 mouvements d'avance. OK, moi, je vais me mettre de cette façon-là. Lui, il va bouger de ça. Comme ça, je vais le piéger de l'autre côté. Fait que c'est la même chose avec les échecs. Tu places tes pions pour aller chercher l'échec et mat, qui est la soumission. Mais en jiu-jitsu brésilien, c'est la même chose. C'est tellement la meilleure analogie pour comparer c'est quoi le jiu-jitsu brésilien? Ben, c'est un jeu d'échecs. Puis rendu à une ceinture noire, tu penses 3-4 mouvements d'avance, justement, pour faire réagir ton adversaire d'une façon que c'est toi tu veux qu'il réagisse dans le fond. C'est fascinant. Puis ça, je me demandais c'est une question que je voulais te poser avec l'évolution du sport, justement. C'est normal que le sport change, mais est-ce qu'il y a des styles de combat ou des arts martiaux qui étaient vraiment avantageux au début, qui finalement sont devenus peut-être plus désuets avec le temps? Fait qu'il y a des combattants qui, naturellement, ça c'était leur force et ça devenait un désavantage, alors que peut-être que le jiu-jitsu a pris beaucoup de place, puis là, tout le monde est rendu super bon là-dedans. Fait que tu n'as pas le choix d'en faire, sinon c'est sûr que tu te fais. Tu peux pas juste être un striker, tu peux pas juste.
Ben, tu peux plus être unidimensionnel, c'est terminé ce temps-là. Là. Puis ceux qui arrivent, des unidimensionnels, c'est beaucoup des poids lourds à l'UFC. Il y en a qui arrivent parce que des poids lourds, on s'entend que c'est gros des sluggers. Okay. Tu vois que s'il pogne un gars qui est un petit peu plus technique, qui de lutte ou de cas de main, ben, tu vois qu'il n'est pas là pantoute. Là. Mais maintenant, tu peux plus être unidimensionnel. Moi, j'ai tout fait à l'envers. Mais moi, j'ai commencé avec la boxe. Non, mais je veux dire, avec les arts martiaux, là, j'ai commencé avec la boxe. Après ça, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Puis j'ai terminé avec la lutte, qui a été longtemps ma faiblesse. Puis à un moment donné, ben, j'ai tout mis ça ensemble. Puis je suis devenu un combattant complet. Puis j'ai réussi à être dans les meilleurs au monde. Mais s'il y a un parent qui vient me demander par quoi il faudrait commencer, si son jeune veut commencer à faire des arts martiaux mixtes, je te dis, c'est la lutte tout de suite. Il faut que tu maîtrises la lutte. C'est la chose la plus importante en arts martiaux mixtes. Puis après ça, ben, tu vas apprendre à. C'est sûr, le combat commence debout. Fait qu'il faut t'apprendre à frapper, mais la lutte va toujours te sortir de la marde, peu importe ta discipline de spécialité. Fait que si tu es spécialiste au sol, ben, ça te prend de la lutte pour l'amener à terre. Si tu es spécialiste debout, ben, ça te prend de la lutte pour rester debout. Fait que c'est pour ça que moi, je dis, commence avec la lutte, c'est ça en premier qu'il faut que tu maîtrises. Mais la lutte, est-ce que c'est le jiu-jitsu, c'est-tu une forme de lutte? Ou c'est autre chose complètement? J'essaie de définir un peu. Mettons qu'on s'adresse à du monde qui connaissent 0-0 la MMA puis qu'on veut comme faire des catégories de qu'est-ce qui est quoi. Là. Ben, au niveau de la lutte, c'est du mouvement des techniques au corps à corps pour amener notre adversaire au sol. Donc, c'est vraiment ça. Quand on s'en va au sol, là, c'est le travail de jiu-jitsu brésilien avec améliorer ses positions pour tenter d'aller chercher une soumission, que ce soit une clé d'articulation ou un étranglement. Mais en arts martiaux mixtes, la beauté, c'est que tu as le droit de frapper. C'est pas juste des prises de soumission. Donc, sur le dessus, tu peux avoir des bonnes positions stables, puis être capable de frapper. Puis ça, c'est des bonnes positions qui peuvent être des positions de lutte aussi. Quand tu regardes la lutte olympique, là, ils travaillent au sol beaucoup. Ils ne travaillent pas longtemps, mais ils travaillent au sol pour essayer d'immobiliser son adversaire. Mais ça peut être des techniques utilisées en arts martiaux mixtes pour travailler le fameux ground and pound, les frappes au sol. OK. Fait que la lutte, mettons, est-ce que... je ne sais pas comment je le catégoriserais, mais tu as des techniques qui sont debout, donc de frapper et tout ça, les coups de pied. Tu as des techniques pour ramener au sol, puis tu as des techniques une fois que tu es au sol. Oui, exact, en plein ça. En plein ça, puis tu parlais les arts martiaux avant qui sont plus bons, peut-être. C'est sûr, avant, il y avait beaucoup des gars qui faisaient du karaté, des choses comme ça. À cette heure, tout le monde s'entraîne de la même façon. Tout le monde fait du jiu-jitsu brésilien, de la lutte, puis soit de la boxe thaïlandaise, avec le niveau du combat debout, là, des coups de poing et des coups de pied. Okay. Tout le monde s'entraîne de la même façon. Ce qui fait qu'il est rendu à l'élite mondiale, rendu à l'UFC, tout le monde est bon. Fait que souvent, ça va se passer pas mal plus dans la tête, comment tu vas être capable de gérer tout ce qui se passe, puis être capable de performer dans un temps de stress à côté. Là. Fait mais tout le monde s'entraîne de la même façon. Là. C'est ça. Fait que ça s'est normalisé un peu là, avec le temps et avec la préparation. Parce que c'est ces arts-là qui ont été les plus qui se sont imposés comme étant les plus efficaces dans un truc global. Là. Absolument, ouais. C'est là aussi que j'imagine que la stratégie peut venir en ligne de compte de si quelqu'un t'as une réputation d'être super bon au sol, fait que là, tout le monde s'attend à ce que tu essaies tout le temps d'aller au sol, mais toi, tu t'es préparé pour rester debout tout le long, puis l'autre, il ne sait pas comment gérer parce qu'il ne pensait pas se défendre tout le temps debout. Oui, c'est ça. Tous les combattants ont des spécialités. Je dis, moi, ma spécialité, moi, j'étais un boxeur. J'aimerais ça rester debout, puis échanger, puis donner un bon spectacle, puis passer le knock-out à mes adversaires. J'avais un bon mentor, j'avais une bonne capacité de prendre un coup aussi. Puis, c'est sûr que tu ne veux jamais prendre de coups, mais quand ça se peut que ça arrive dans un combat. Mais, ils ont plusieurs spécialités, puis encore une fois, ça revient à dire ce que je disais tantôt, la lutte, c'est tellement important parce que ma lutte, moi, ça me permettait de rester debout. Ça me permettait de m'empêcher d'aller au sol. Pas que j'étais mauvais au sol, j'ai quand même une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien au sol, mais il reste que moi, j'aimais mieux rester debout. J'étais confiant avec mes mains, je savais que je frappais fort, je savais que j'avais une bonne boxe. Fait que tout ça vient avec un plan de match établi avec ton équipe. Puis, à la fin, pas mes 2 derniers combats, mais mes 2 autres combats d'avant, j'ai surpris mon adversaire, je l'ai lutté, je l'ai amené à terre, puis j'ai travaillé au sol. Puis quand je me suis battu à l'UFC 186 ici, contre un gars qui s'appelle Joe Riggs,
Je l'ai lutté tout le long, j'ai dominé, je l'ai amené à terre. Je pense que je l'ai amené à terre 6-7 fois. Au ça, j'ai fait mal à ground and pound. J'ai gagné par décision. Il m'a donné à la main. Il dit ah, fait que t'es rendu un lutteur à cette heure. Peut-être. Mais tu sais, c'est ça la beauté des arts martiaux mixtes. Il y a tellement des choses que tu ne peux pas prévoir. Puis c'est un peu pour ça aussi que le sport a pris tellement de popularité dans les 10 dernières années. C'est que tu as bien beau être favori 1 million contre 1 sur papier. Quand la cloche sonne, ça peut virer d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ça peut être un coup à bonne place, puis t'es à terre, puis c'est fini. Puis c'est qui a fait un knockout en genre 6 secondes? C'est-tu Masvidal? Exact, Masvidal contre Ben Askren, ouais. C'est comme... J'avais de la peine pour l'autre gars, j'étais comme, il a travaillé tellement fort. Mais ça... T'étais peut-être le seul qui avait de la peine pour lui, par exemple. Non, je sais, mais... Il n'est pas bien aimé. Non, OK, ben c'est ça. Ça, je les connais pas tout le temps, ces guerres-là, un peu, mais c'était juste dans le sens de, j'étais comme, man, c'est tellement... Ça, c'est-tu perçu comme étant... Masvidal est dominant ou c'est de la chance, ce genre de coup-là, ou c'est juste comme bien réfléchi? Comment tu perçois ça comme professionnel? Ben, tu sais, 6 secondes, tu peux pas dire, tu peux pas juger une performance d'un combattant quand il se fait knocker en 6 secondes. Okay, je veux dire, ça arrive, tu peux te faire clipper, ça peut arriver, mais tu sais, moi, je vais te dire, j'ai passé des KO à des adversaires, j'ai passé des soumissions à des adversaires, puis même si ma spécialité, moi, c'est de passer le knockout, c'est bien plus satisfaisant de passer une soumission qu'un KO à un adversaire parce que tu passes à une soumission, là, il abandonne. Il dit OK, tu l'as eu, tu été plus fort. Il n'y a pas de lucky submission. Tu peux avoir des lucky punch, ça arrive. Mais des lucky submission, ça n'arrive pas. Ça, c'est satisfaisant. Ça, tu sors de là d'octogone, puis tu regardes le monde, puis hey, il y a de la paix, ça va le plus fort. Exact. Quand tu passes à une knockout pendant 15 secondes, 15-20 secondes, tu te sens le plus fort au monde, après ça tombe. Une soumission, ça peut rester 2-3 jours. C'est malade, ça. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, que c'était structuré de même. Puis, nice. Je me demandais, tout ce qui est blessure, tout ce qui est. Quand tu négocies avec ça, ben avant même de te parler de ça, je vais te parler de la préparation parce que on parlait de combat. Je me demande, tu peux te préparer jusqu'à un certain point parce qu'une fois que tu es dans l'octogone, c'est différent. Puis là, ben, c'est juste go for it, puis arrange-toi d'une certaine façon, là. Mais souvent, j'entends des combattants dire que ils font du sparring, je pense qu'ils appellent, avec. Dans le fond, c'est que tu amènes quelqu'un d'autre qui va se battre contre toi pendant un... C'est que tu essaies de recréer le plus réel ce qui va se passer dans la cage, dans l'octogone, dans le fond. Donc, tu sais, on va faire des vrais combats avec des casques, avec des gants plus gros, avec des protecteurs au tibia aussi pour donner des coups de pied. On va tenter de recréer le plus proche de la réalité de ce qui peut se passer dans un combat. C'est sûr qu'on ne va pas mettre des gants de 4 onces comme un vrai combat puis se taper sa gueule. Tu ne peux pas t'entraîner comme ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Sauf que des blessures arrivent 95% du temps en entraînement et 5% du temps en combat. C'est rare que tu vas te blesser en combat. Pour vrai. Tu vas avoir des ecchymoses, tu peux te faire fendre, là, mais au bout de la ligne, c'est pas si grave que ça. Mais les vraies blessures, des ligaments qui se blessent, des cassures, des choses comme ça, ça va tout le temps arriver plus en entraînement parce que tu vas essayer de pousser la machine tellement fort pour que le combat soit plus facile. Puis là, puis à tous les jours, c'est de la répétition. Tous les jours, c'est de la répétition. 2 à 3 entraînements par jour. Ton corps est fatigué. À un moment donné, tu vas aller t'entraîner. Tu es supposé te reposer. Tu dis ça, non, je vais aller m'entraîner pareil. Bang! Ton corps n'est pas assez reposé. Là, tu te blesses. Okay. Les blessures, c'est horrible parce que dans ce sport-là, on n'a pas d'assurance. Tu n'as pas d'union qui protège les combattants comme l'association des joueurs, mettons, dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui fait que si tu te blesses, même si tu as un combat de prévu, tu ne te bats pas, tu n'es pas payé. C'est extrêmement difficile de vivre de ce sport-là. Puis quand tu te blesses, tu es laissé à toi-même, puis il faut que tu deals avec. C'est terrible. Puis je me demandais, c'est comme là, j'ai ton track record. Tu as eu quoi? Tu as eu 11 chirurgies, 8 au genou, 2 au coude, 1 à la main. Yep. Quand tu te remets d'une blessure, d'un point de vue technique, là, quand tu t'entraînes, est-ce que tu adaptes ta technique pour protéger ces trucs-là? Ou quand tu reviens pas mal à 100%, donc tu es prêt et tu n'as pas besoin de modifier. Faut-tu que tu ajustes? C'est beaucoup plus long revenir mentalement que physiquement d'une blessure. Okay. Faut que tu retrosses ton corps. Il faut que tu refasses confiance quand même. C'est sûr que si c'est une cassure, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, moi, dans ma main, je me suis cassé 2 fois la main. Le coude, je me l'étais fait nettoyer à cause qu'il y avait du calcaire dans l'articulation. Ça, c'est pas grave. Tu as un os, ça reprend, c'est rien là. Mon genou droit, par exemple, je me l'ai blessé dans mon combat de championnat du monde. Pas mal la meilleure, la pire place où se blesser. Là. Mais il reste que je me suis fait reconstruire le genou 2 fois.
Ça, c'est pas c'est pas des os. C'est pas des os, c'est des ligaments. Fait que là, après ça, ben, tu sais, quand tu retournes au gym, tu sais, moi, je l'ai senti, mon genou puis mon tibia venir un à côté de l'autre quand je me suis blessé. Là. Fait que, ça reste longtemps. Ouais, c'est dégueulasse. Ah non, c'est correct, c'est pas correct. Ça reste longtemps mentalement, tu sais, puis faire des mouvements, des stop and go, des mouvements latéraux, ça prend du temps avant que ton cerveau soit remis à 100%, même si ton corps est à 100%, mais de refaire confiance à ton corps, ça prend beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris 1 an et demi à revenir de cette blessure-là dans l'octogone, vraiment pour que mon corps, je fasse confiance à 100%. Puis après ça, ben, le combat commence, il faut que tu retrouves tes repères. Ça fait 1 an et demi que tu n'as pas mis les pieds dans l'octogone. Le ring rust, là, ça existe. Là, fait que, les blessures, c'est horrible. Puis ça, est-ce que, il y a beaucoup de secrets, mettons, au niveau du hockey, là, les blessures, ils vont comme pas le dire, c'est quoi, c'est où, ils veulent pas que personne le sache. Est-ce qu'il y a cette game-là aussi qui se joue dans MMA de cacher c'est quoi tes blessures pour pas que, mettons, ton adversaire, ben, il sache que t'as peut-être le genou faible, je vais essayer de prendre avantage de ça ou je vais aller viser là? Plus ou moins, je te dirais. C'est sûr que si je me blesse ou si je me fais couper à l'œil 2 semaines avant le combat, je ne vais pas mettre des photos de moi avec ma coupeuse. Je vais essayer de la camoufler jusqu'à temps que le combat arrive puis que ça soit recollé pour pas que mon adversaire ait vu que je me suis fait couvrir dans les 2 dernières semaines. Puis il va essayer de m'ouvrir directement en partant. Mais d'habitude. Parce que ça, c'est quoi? C'est que ça va faire saigner. Fait que là, ça t'handicape d'un point de vue visuel. Exact. Oui. Mais si la blessure est trop grave, si la coupure est trop intense, le combat peut être arrêté aussi. Le docteur peut décider d'arrêter le combat aussi à cause d'une blessure qui est trop dangereuse. Mais habituellement, lorsqu'un combat est annulé à cause d'un combattant qui s'est blessé en entraînement, d'habitude, on sait. Ils vont le dire, c'est blessé où ou des choses comme ça. C'est rare que ça reste bien secret. Mais si tu te blesses, mais c'est pas trop grave, puis tu es capable de te battre quand même parce que, je répète, si tu ne te bats pas, tu n'es pas payé. Il y en a qui vont se battre. Honnêtement, là, sur mes 34 combats que j'ai faits dans ma carrière, il y en a peut-être 4-5 que je me suis battu là-dedans que j'étais en parfaite santé. C'est que j'avais mal nulle part. Oui, puis tu sais, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pareil pour tous les combattants. Il n'y a pas un combattant que je connais que toute sa carrière s'est battu, il était à 100% top shape. Tu as tout le temps mal à quelque part, tu as tout le temps une petite blessure, tu as tout le temps une raideur à quelque part. C'est sûr et certain. Tu ne peux jamais être à 100% quand tu arrives au combat, ça, c'est impossible. C'était-tu Bisping qui s'était battu avec les côtes? Il y avait mal aux côtes, je pense que c'était contre Georges Saint-Pierre. Ou... Oui, exact. Il avait dit qu'il avait mis de la cortisone là, pour la douleur. Là. Mais c'est ça. Mais, moi, je ne suis pas un grand fan des excuses après une défaite. Là. Mais ouais, bon. Ben c'est ça. Ça, c'est toute une game. Je sais pas. Moi, je fais juste comme lire. Puis, ouais, je comprends. Mais c'est parce que ça, c'en est une. C'est quelque chose qui m'intéresse de parler de ça avec toi, de tout le côté, le spectacle autour de ça. Parce que moi, je comprends l'aspect que vous êtes des athlètes. Là. Fait que vous êtes des athlètes, mais je comprends aussi que là, il y a une business, il y a de l'argent en jeu, il y a des tickets à vendre et tout ça. Fait que le drama, le trash talk, toutes ces affaires-là, je considère qu'il y en a une dose que c'est vrai, j'imagine. Il y en a que ça doit être juste des enfoirés, puis c'est ça qu'ils aiment faire, puis jouer dans la tête. Mais il y en a que des fois, tu le fais pour le show, juste pour essayer de promouvoir le combat, j'imagine. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Même si tu veux faire ça, tu peux être pourri en trash talk. Là, des fois, ça sort pas bien. Il y en a qui. Puis le problème là-dedans, c'est quand tu vas faire du trash talk, tu vas être ultra arrogant, il faut que tu livres la marchandise. Il faut que tu backs ce que tu dis. Là. Si tu fais juste envoyer chez tout le monde, puis tu ris de l'autre, tu ris de sa famille, tu ris de son coach, puis là, tu es super arrogant, tu arrives, puis tu te fais péter. Ça n'a pas aucune valeur ce que tu fais là, pour vendre le combat, tu comprends? Puis, tu as raison, c'est rendu une business tellement au niveau du spectacle. Maintenant, c'est plus un sport-spectacle, c'est un spectacle-sport. Donc, il faut que tu vendes le spectacle avant. La valeur de ta valeur de vente de spectacle est plus élevée que ta valeur de performance sportive aujourd'hui. C'est ça que je pense aussi. On dirait que ça file de même maintenant. Oui, puis l'UFC est tellement fort que ceux qui ne sont pas des grands fans de ça, le monde va penser que c'est ça le sport. L'UFC, c'est un sport. L'UFC, c'est une compagnie événementielle qui met des spectacles. Les arts martiaux mixtes, c'est le sport.
Donc, le monde, il arrive au gym, là, puis il dit hey, salut, j'aimerais ça prendre des cours du UFC. OK, on va s'asseoir, on va se parler, là, on va t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Ça existe pas en tant que ouais. C'est ça. Mais souvent, on va critiquer l'UFC parce que les combats sont plates ou je ne sais pas, à cause du qu'est-ce qui se passe au niveau du sport. Mais l'UFC, il s'en torche du sport. L'UFC veut mettre du monde dans les estrades, ils sont plus capables, mais veut vendre le plus de pay-per-view possible, mettre de l'argent dans les coffres. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vas voir que le classement des arts martiaux mixtes, c'est de la bullshit. Parce qu'ils vont mettre un combat qui va vendre beaucoup plus, même si le deuxième serait supposé d'avoir un combat de championnat du monde contre le premier. Le deuxième, il est plate à mort. Ben, le cinquième, ça va être un gars qui vend énormément de pay-per-view. Souvent, il va jumper over les autres pour avoir un combat pour vendre plus. Mais tu sais, c'est ça la job de l'UFC. C'est une compagnie de spectacle. C'est de vendre. Puis ça, quand t'es combattant comme toi, tu as dû le négocier, là, ça, cet aspect-là de donner un bon show, parce qu'on entend souvent ça, même des fois les combattants, après des combats qui sont comme « Ah, je m'excuse, j'ai pas donné un assez bon show. Je pense que j'ai entendu Georges ça. Parce que je pense que Georges n'a pas... il se fait pas dire des fois qu'il n'était pas assez flamboyant ou assez... Oui. J'ai jamais trop compris ça, là. Non, c'est parce que le problème, il n'y en a pas de problème. La réalité, c'est que dans les derniers combats, Georges, tu sais, le but là, dans le combat, là, c'est de toucher et pas de se faire toucher. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, la boxe, là, le noble art qu'on appelle, c'est de toucher son adversaire sans se faire toucher. Donc, tu sais, si tu veux avoir une longue carrière, là, tu sais, c'est sûr que tu veux faire de l'argent puis peut-être avoir un meilleur contrat. Tu peux te tenter en plein milieu de l'octogone, échanger coup pour coup, mais à 36 ans, tu vas être légume. À un moment donné, il faut que tu choisisses ce que tu veux. Tu veux faire de l'argent, tu vas avoir une longue carrière, puis quand tu vas prendre ta retraite, tu veux voir tes enfants grandir, puis tu vas être capable de jouer avec eux autres. Tu comprends? Ouais. Ça dépend ce que tu veux faire. Mais Georges, dans ses derniers combats, il dominait ses adversaires avec la lutte. Fait qu'il les amenait au sol, puis il faisait du ground and pound, il maîtrisait, puis il gagnait souvent par décision. Le monde, il trouvait qu'il faisait des combats trop sécuritaires. Mais si t'es pas content, là, entraîne-toi puis va le battre. Tu comprends? C'est les meilleurs combattants au monde. Georges a été au top de sa division pendant 9 ans. Tu sais, se rendre en haut, c'est quelque chose, mais d'y rester, là, c'est 10 fois pire. Tout le monde s'entraîne pour te péter la gueule. Tu peux pas avoir de mauvaises performances. Tu peux pas avoir une night off. C'est impossible. Donc, pour dominer ce sport-là pendant tellement d'années, à un moment donné, c'est sûr que tu vas faire des combats que, OK, moi, t'as dit, à soi, ça me tente pas de me faire ouvrir en haut de l'œil, là. Fait que je sais que je suis pas mal plus fort que lui en lutte, m'a l'amener à terre. Puis tous ses adversaires le savaient qu'il voulait l'amener à terre, puis il n'y en a pas un qui était capable de l'empêcher. Pour te démontrer comment il était au-dessus du monde avec sa lutte. T'sais. Fait que lui, mettons, pour compenser pour le fait qu'il ne donnait pas nécessairement un show, mettons, en tant que tel, de spectaculaire, il faut qu'il domine dans ses forces, justement, pour faire. C'est comme ça que je m'impose, puis c'est comme ça que ma valeur continue de monter. Tu sais quoi, Georges, ça a été le dernier à vendre des millions de pay-per-view sans faire de trash talk. Juste parce que le monde voulait... Ça a été le dernier vraiment là, à faire des ventes de pay-per-view incroyables parce que le monde voulait le voir performer sportivement. Ouais. Tu sais, Conor McGregor, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais lui, il a compris la game, puis lui, il a été capable de backer ce qu'il disait, pareil, mais c'est un personnage fantastique, il est incroyable. Au niveau de son delivery du trash talk, là, écoute, au début, là, on dit il est comme Mohamed Ali, puis là, tout le monde dit calmez-vous. Mais aujourd'hui, je peux te dire que oui. Tu sais, au niveau du trash talk, au niveau de la vente de lui-même, il est incomparable à personne. Puis il y a beaucoup de monde qui ont essayé de l'imiter après, puis ça sonne pas bien, ça sonne faux. Tu ne peux pas t'inventer bon trash talker. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu as la répartie des choses rapidement. Lui, là, c'est incroyable. Mais il faut que tu sois capable de backer ce que tu dis, puis lui, il l'a fait pendant plusieurs années aussi. Ça devrait partir un atelier Daniel Shaw, mais un atelier pas de côté de trash talk. Je n'étais pas un très, très bon trash talk. Moi, si tu commençais, j'allais te répondre, c'est sûr, puis j'allais pas perdre là-dessus. Mais c'est rare. C'était pas mon style non plus. Ça aurait sonné faux de toute façon. Mais tu sais quoi? À un moment donné, j'ai compris, puis dans mes conférences, je dis ça aussi, de garder la lumière sur toi, arrêter de donner le crédit aux autres. Puis à un moment donné, j'ai compris, j'ai fait beaucoup d'entrevues là, dans ma vie là, avec ce sport-là. Puis le monde, il venait me voir, les journalistes, avant un combat, puis là, ils me parlaient, puis là, ils me posaient des questions sur mon adversaire, posaient des questions. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, il dit, mais pourquoi je parle de mon adversaire? Je vais parler de moi. Je vais garder la lumière sur moi. Je vais arrêter de me donner la lumière sur l'autre. Tu viens me demander moi. Puis là, il me parlait des
des questions sur mon adversaire. À la place de parler de lui, je parlais de moi. Je disais, regarde, moi, je suis meilleur là-dedans. C'est moi, je suis meilleur. Je fais ça de mieux. T'sais, à la place de dire, ah non, lui, il est pourri là-dedans, lui, il est pourri là-dedans. Fait moi, je n'étais pas un bon trash talker, mais je trouvais une façon de juste de garder la lumière sur moi puis qu'on ne parle pas de mon adversaire. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans ma conférence, c'est de se donner du crédit puis arrêter de penser que c'est de la faute aux autres, c'était là. Mais c'est une bonne technique, effectivement, dans la vie. Puis c'est bon parce que je veux dire, tu nourris ton. Appelons ça, mettons qu'on parle strictement en termes de marketing. Là, tu es en entrevue pour des combats. Fait que c'est ça que tu fais, veux pas, tu te vends. Là. Ben là, tu nourris ton propre brand au lieu de justement nourrir le brand de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est fascinant. Puis je me demandais, est-ce que le côté spectaculaire d'un combat, toi, en tant que combattant, tu sais que ta valeur va aussi jouer par rapport à l'image que tu as publiquement. Fait que tu en es conscient, tu essaies de travailler ça ou tu choisis tes combats puis tu dis, garde, moi, c'est ça. Là, tu fais comme tu as fait là, je fais pas trop de trash talk, mais je sais qu'en entrevue, je vais le gérer comme ça va m'amener au même endroit. Mais tu n'as pas le choix de négocier avec cette dimension-là, qui vient plus de la promotion du spectacle, qui est à côté de l'art martial pour lequel tu t'entraînes tout le temps. Puis de 100%. Tu sais, moi, ce qui m'a aidé énormément dans ma carrière, tu sais, je veux dire, j'ai eu une super belle carrière. Tu sais, je sais que je fais partie de l'histoire de ce sport-là, ici au Canada, puis même à l'UFC, mais il reste que, tu sais, quand on parle de grand talent, je n'étais pas un combattant qui avait un grand talent. J'étais un combattant qui avait un gros cœur, puis qui avait l'esprit ouvert, puis j'ai pris tout de tout le monde, puis je suis devenu un bon combattant avec ça. Je n'étais pas inné, tu sais, j'avais pas de capacité innée à faire ce sport-là. Fait que, tu sais, j'ai pas travaillé plus fort quand même. C'est-tu de l'humilité ou c'est-tu de la modestie? Non, c'est absolument vrai. Tu verrais mon premier combat en carrière que c'était pas joli. Là. Mais moi, je voulais faire ça. J'étais têtu, j'avais un plan A, puis c'est ça que je voulais faire. J'ai pris plusieurs détours, mais je me suis rendu à mon plan A. Quand j'ai commencé ce sport-là, je voulais me battre au championnat du monde à l'UFC. Ça m'a pris 12 ans, mais je me suis rendu là pareil, tu comprends? Ouais, ça a été difficile, mais je veux dire, à un moment donné, j'ai pas travaillé plus fort qu'un autre. J'ai travaillé fort, tu sais, j'ai travaillé fort, mais tout le monde travaille fort. J'ai travaillé très, très fort, mais rendu là, je pense qu'il m'a aidé beaucoup, c'est que pourquoi j'ai eu beaucoup d'attention sur moi aussi de l'UFC. Oui, j'avais des bonnes performances, mais j'étais un Canadien français aussi. Ça m'a énormément aidé, puis j'en ai profité beaucoup de ça. Tu sais, à un moment donné, le monde, il se plaigne des bourses de l'UFC qui sont peut-être pas extraordinaires quand tu compares à la Ligue nationale de hockey et les autres professionnels. De un, ils ont raison. De deux, personne ne te force à signer en bas de la page si tu ne veux pas te battre pour ce montant-là, tu comprends? Mais de trois, il faut que tu comprennes que ces trois lettres-là, le UFC, là, sont extrêmement puissantes et très, très monnayables à l'extérieur de l'octogone. Puis moi, ici au Québec, justement, je n'étais pas pogné à travers tous les autres Américains qui se battaient au UFC. Ouais. Donc, ici au Québec, j'ai bâti ma brand, j'ai bâti mon nom autour de ces trois lettres-là sans me donner un coup de poing sur la gueule dans l'octogone. Tu comprends? Ouais. Ces trois lettres-là, j'allais voir des compagnies, j'ai fait des contacts, des choses comme ça. En utilisant ces trois lettres-là, je les ai tellement utilisées. Je pense que le F n'existe plus, il est tellement utilisé. Là, pour voir, là. Le UFC, je l'ai utilisé, puis je l'utilise encore. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut que tu donner beaucoup à ça. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas donnant-donnant là, dans ce cas-là. Là. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est tellement puissant ces trois lettres-là. Bellator, je ne sais pas c'est quoi Bellator, mais Bellator, c'est la compagnie rivale de l'UFC. C'est leur plus gros compétiteur. Là, tu vas dire, hey, moi, je suis champion du monde de Bellator. Je vais dire, ah, cool, OK, tu fais du combat. Là, tu vas dire, je suis le premier combat de la sous-carte où il n'y a personne dans les estrades au UFC. Man, tu te bats au UFC, t'es sérieux? C'est incroyable. C'est exactement ça qui arrive tout le temps. Fait que ils ont fait un bon job. Ils ont fait une job de fou de faire connaître le sport. Là. Ces trois lettres-là, il faut que tu les utilises à l'extérieur de la cage. C'est très monnayable. Je me demandais, tu sais, le côté spectacle quand tu es dans l'octogone. Je sais que tu es focusé sur le show, mais sur le combat, mais est-ce que ça arrive que tu as une conscience aussi de donner un show? Tu l'as-tu ou tu es trop dans le moment?
Non, je pense que ça vient avec. Tu sais, c'est sûr, tu sais, le monde qui dit, oh, t'entends pas la foule, t'es dans une bulle, là, bullshit, là. Tu sais, tu l'entends, la foule, là, sérieusement, là. Moi, ici, à Montréal, quand je me battais, là, le monde faisait des chansons avec mon nom de famille, là. Tu les entends, là, le monde, c'est là. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut te donner un spectacle. Puis là, tu donnes une bonne shot. Là, le monde, tu sais, le monde t'entend du bruit. C'est sûr que ça t'en donne. Puis tu veux tout le temps donner un spectacle. Tu veux pas faire. Tu sais, la pire affaire qui peut t'arriver en combattant, là, c'est t'entends bouh, boy. Moi, ça m'est jamais arrivé, là, mais je veux dire, ça doit être dégueulasse. Pour vrai, là, le monde est eu du spectacle que tu ne donnes pas. Tu veux jamais que ça t'arrive. Mais il y a des combattants qui sont plus, comment je peux dire ça, leur style, ça arrive souvent que ça arrive comme ça. Mais bon. Qu'est-ce qui va amener ça comme style dans l'octogone qui fait qu'on va te bouer? C'est-tu parce que justement tu prends pas assez de risques? Ouais, tu prends pas assez de risques. Tu vas faire des combats qui sont un peu plus du lay and pray. Ça veut dire que tu vas mettre ton adversaire au sol puis tu vas rester dessus juste en le contrôlant au sol. Puis tu n'essaies pas de faire du dommage, tu n'essaies pas d'améliorer ta position. Tu vas acheter du temps. Tu achètes du temps. Les deux, quand tu es collé contre le grillage debout, puis il ne se passe rien, puis tu achètes du temps, c'est long. Peut-être toi, tu ne trouves pas ça long, là, 10 secondes collé sur l'autre, mais le gars qui est dans les estrades, là, qui a payé son billet 400$, 10 secondes qui ne se passe rien, il trouve ça long, lui. Fait que ça se peut qu'il te hue. Puis ça te joue-tu... est-ce qu'il faut que tu négocies avec toi-même pour pas que ça te joue dans la tête? Mettons que je lance un scénario hypothétique. Tu es dans un combat, puis là, tu fais OK, là, c'est pas moi qui domine en ce moment. Je vais au moins donner un bon show pour garder mon nom, le fun ou pertinent pour les organisateurs de la ligue ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le genre de thinking qui peut arriver pendant que tu te bats? Te dire, normalement, tu serais plus prudent, mais là, tu fais là, je vais aller au centre, je vais essayer de créer des affaires pour justement avoir sauvé un peu mon image dans ce combat-là, que sûrement que je vais me rendre à la décision puis je vais perdre. C'est-tu des trucs qui peuvent se dire, ça? Oui, absolument. Okay. C'est juste que ça peut jouer des deux bords. C'est sûr que si c'est ça, OK, fuck it, là, je me mets dans le milieu puis je soigne pour le spectacle, mais ça se peut que tu te fasses soigner toi aussi. Mais ça revient à dire que quand tu prends des risques, le monde aime ça, le monde veut voir des combats, des combats qui sont hauts en rythme, puis le monde il commence à comprendre encore plus le jeu au sol maintenant, qu'il l'apprécie un peu plus. Mais c'est sûr que la plupart du monde veut voir du monde debout qui se tape dessus, puis sans protection, sans défensive. Ça va toujours rester. Il y a des combattants qui le font. Il y a des combattants qui c'est ça leur style. Mais ce n'est pas la majorité. Puis les arts martiaux mixtes, il y a plein de diversité au niveau des spécialités des combattants. C'est sûr que si tu mets deux lutteurs, un en face de l'autre, ça se peut que ça soit long. Ça se peut que ça s'aille plat. Parce que les deux vont se coller, puis ils vont essayer d'amener l'autre à terre, l'autre va se défendre. Puis ça se peut que ça tourne en rond. Mais rendu à un certain niveau, quand tu veux déterminer qui va devenir l'aspirant numéro 1, des fois, tu n'as pas le choix de mettre les deux ensemble. C'est ça. Les deux méritent leur place. Puis, dans ton livre, là, justement, tu vas démystifier des mythes. Je me demandais, qu'est-ce que tu es tanné d'entendre par rapport au UFC? Je suis tanné d'entendre. Je suis surtout tanné d'entendre dire que c'est des street fighters, des combattants de rue. Maintenant, là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un combattant professionnel se battre dans la rue. Pour se battre d'un bar. On n'est plus là, on est complètement ailleurs. Dire que le monde, qu'il n'y a pas de règlement. Il y en a énormément. Il y a une quarantaine de règlements. Puis c'est des choses qui sont très spécifiques. Fait que ça, pour moi, c'est super important de montrer que ce sport-là est régi, puis est réglementé, puis que tout ça est pour la protection des combattants. C'est un sport de contact, c'est un sport violent, puis j'en suis très conscient. Mais c'est consentant. C'est consentant, exact. Puis les deux le savent. Ils sont entraînés pour faire ça. Puis je prends tout le temps le même exemple. Moi, là, un gars qui joue au hockey puis il se fait crush-checker dans le dos, dans la bande, la tête première, je trouve ça bien plus violent, ça, que deux gars d'une cage qui se tapent sa gueule. Parce que le but de deux gars qui se tapent sa gueule, c'est de se taper sa gueule. Tu comprends? Les deux sont conscients qu'ils vont faire ça. C'est sûr que c'est un sport de contact, c'est violent, c'est pas fait pour tout le monde. Mais le but au hockey, c'est de mettre la puck dans le net. Là, tu comprends? Fait que, des coups sur les chevilles, des cross-checks dans les reins, puis le gars qui tombe en pleine face dans la bande, ça, je trouve ça bien plus violent que mon sport. Ouais, mais c'est un point de vue assez intéressant pour vrai. C'est quand même
pas fou du tout. Là. Puis je me demandais tout ce qui tourne autour du le dopage et tout ça. Là, ben, je sais pas si ça va être le cas dans toutes les ligues, mais la UFC semble s'être beaucoup améliorée, disons-le. C'est peut-être pas le bon mot là, sur ce point-là. Il semble être plus strict qu'avant. Puis on a vu je pense qu'on a vu des changements. Là. Si je me trompe pas, je pense Johnny Hendricks, il a fondu là, en dedans de... sa carrière et lui-même a fondu. Ouais. C'est ça, là. C'était assez flagrant. Ça, il faut dire merci à Georges Saint-Pierre. Lui, il est sorti 4 ans de temps, c'était son cheval de bataille. Il voulait que le sport devienne de plus en plus propre. Et c'est ce qui est arrivé avec la venue de l'USCDA, qui est l'Agence antidopage mondiale. Et moi, ce que j'ai aimé de l'avenue de cette organisation-là, de l'USCDA, c'est qu'on n'a pas fait de favoritisme. On a attrapé des grandes vedettes, on a attrapé du monde qui se battait en sous-carte. On a testé tout le monde, puis on n'a pas mis quelqu'un dans un coin pour le protéger. On a attrapé tout le monde qu'on pouvait attraper. Est-ce qu'on a attrapé tout le monde qu'on aurait dû? Non. Il y a du monde qui triche aux Olympiques, qui est la plus grande organisation testée au monde. Donc, dis-toi qu'il y en a qui vont continuer à tricher dans les arts martiaux mixtes. Les tricheurs, il va tout le temps en avoir. Ça, c'est sûr. Mais le sport est mieux. Est-ce qu'il est parfait? Non. Point de vue stéroïde, il ne sera jamais. Okay. Est-ce que derrière le rideau, il y a justement il y a des trucs qui savent, puis tu es comme... Je peux pas le prouver, tu n'as pas le choix de négocier avec ça. Fait que quand tu es dans cet environnement-là, avant les tests ou avant cette régulation, je sais pas comment le dire, de ça, avant de te rendre là, ça t'arrive-tu que tu es comme pogné dans un... Je te dis pas que tu l'as fait, mais tu te dis, tout le monde se dope autour de moi ou dans cette patente-là. Moi, je peux pas accoter ça si je me dope pas. Tu ressens une pression puis tu fais pas nécessairement le choix de le faire, mais tu te sens comme le cave qui le fait pas, puis là, ça devient super frustrant. Mais toi, ça t'es-tu déjà arrivé, je vais te le poser comme ça, de te battre contre un gars que tu étais convaincu qu'il était dopé? Absolument, plusieurs fois. Puis, tu sais, est-ce que j'ai été clean toute ma vie? La réponse, c'est non. Puis, je l'ai dit souvent. Puis, je voulais pas. Non, mais c'est comme je t'ai dit, j'ai pas de tabou. Puis, c'est pour ça que le livre est intéressant. J'en parle là-dedans aussi. Il n'y a aucune cachotterie là-dedans. Puis, moi, je veux que le monde comprenne l'évolution de ce sport-là. Puis, dire ça, que moi, j'ai pas été clean toute ma vie, ça fait partie de ça aussi. Ça fait partie de l'évolution parce qu'au début, là, les gars avaient les trapèzes aux oreilles. À un moment donné, la technique va toujours battre la force physique. Prendre des stéroïdes, ça ne te donne pas du talent. Là, okay? Tu comprends? Sauf que la technique égale. À un moment donné, il y en a un qui va avoir un edge à quelque part. Okay? Moi, jusqu'à 2007 à peu près, là, en 2007, là, je suis devenu... J'ai eu une conscience à un moment donné, puis je me suis dit, OK, garde là. C'est assez. Puis, mais, avant ça, je serais malhonnête de dire, le contraire de ça. Parce que, écoute, sérieusement, quand je suis rentré en 2004 là, à l'UFC, jusqu'à temps que moi, je décide d'arrêter ça, c'était courant. Là. Je veux dire, c'était pas. Tout le monde était là-dessus. Là. Tout le monde était sur différents stocks. Tout le monde était. Ça n'avait pas d'allure. Là. Les gars étaient agressifs. Là, les gars. Je dis, c'était quelque chose. Là. Puis là, à un moment donné, ben, ça s'est calmé. De mon côté, en tout cas, là, ça ne s'est pas calmé ben ailleurs. Mais là, quand le CDA est arrivé, on a vu beaucoup d'athlètes, dont John Hendricks, que leur carrière ont complètement planté du nez. Puis il y en a plein d'autres. Puis tu sais, à un moment donné, les stéroïdes aussi, c'est que c'est une question de confiance. Tu sais, quand tu te sens jack, tu te sens fort, tu es en confiance. Là, tu arrêtes d'en prendre pour pas te faire pogner. Là, tu sens que tu perds un peu de masse, tu perds un peu de force. Là, ta confiance rentre en ligne de compte. Fait que si tu es fait mentalement, c'est sûr que tu vas casser. T'sais. C'est ça. Là. Fait que le but, c'est tout le temps psychologiquement d'être à la bonne place. Puis cet environnement-là de gars agressifs, tu sais, quand tu faisais l'émission Ultimate Fighter, c'est comment négocier cet environnement-là de juste des fighters, juste 18 alphas qui veulent tous s'arracher la tête puis qui restent polis. Puis t'es comme. C'est quoi? C'est weird comme environnement ou naturellement, c'est comme les filles dans leur semaine qui se synchronisent, puis genre là, tout synchronise, puis tu deviens toi aussi, genre.
Ben, tu sais, moi, j'adorais ça, faire ce show-là en tant que. Tu sais, je l'ai coaché, mais en tant que combattant, j'adorais ça. Tu sais, c'est un peu comme une cooptation double, mais au moins, si l'autre nous tape ses nerfs, on peut lui taper dessus à la fin de la semaine. Il y a des combats qui arrivent. Mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les gars qui perdaient dans l'émission restaient dans la maison aussi. Fait que les autres n'avaient plus rien à foutre. Là. Fait que le soir, ils faisaient le bordel. Toi, tu voulais dormir, tu te battais le lendemain. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des frictions. Tu sais, t'es 16 gars là-dedans, puis, tu sais, c'est une télé-réalité, là, on s'entend, là. Fait que, ça prend du drama. Ça prend du drama. Le bar était tout le temps plein. Écoute, on pouvait tout avoir dans cette série-là. Puis, tu sais, t'as pas de télé, t'as pas de livre, t'as pas de musique. Il faut que tu crées de l'interaction, puis c'est ça qu'ils faisaient. Mais moi, j'adorais ça. Moi, j'ai fait ça en 2006, puis c'était vraiment, vraiment cool. Mais ils font par exprès, là, même Occupation Double, ils font la même chose. Là. Ils te starvent de tout ce qui est musique, culture. T'as rien d'autre. Fait que tes traits, d'habitude, ils vont repopper dans ce temps-là. Là. Tu vois juste comme. Puis l'avantage pendant, c'est qu'on s'entraînait 2 fois par jour. On avait quelque chose à faire. Je sais que le monde à l'Occupation 2, ils passent des journées qui se tournent les pouces et qui ne font rien. Ouais. Mais au moins, on s'entraînait 2 fois par jour. On revenait, on faisait, on se baignait, on jouait au pool dans la maison. On restait dans une Million Mansion House là, à Vegas. Fait que, t'as pas trop à plaindre. Puis à tous les soirs, tu avais une wish list. Tu marquais ce que tu voulais. On mangeait des steaks à 40$ à tous les soirs. Ceux qui sont sortis de là, ils ont trouvé l'expérience difficile parce qu'ils étaient confinés. Là. Moi, j'ai pas trouvé ça difficile, en tout cas. Là. Okay. Très nice. C'est sûr, j'étais jeune dans ce temps-là aussi. J'avais 26 ans, j'avais pas d'enfant, j'avais pas grand attache non plus dans ce temps-là. Fait que c'est juste une expérience le fun à vivre. Là. Ben, moi, j'ai trouvé ça. Psychologiquement, là, ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup dans ce sport-là. Tu te fais-tu suivre par des psychologues sportifs dans un parcours comme ça? Parce que c'est tellement une partie importante de la performance, justement, la dureté du mental, que... T'as raison. Est-ce que c'est négligé? C'est-tu valorisé? Écoute, moi, j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive en 2014. Quand même. Puis, je me trouve cave de ne pas l'avoir fait avant. Parce que, c'est tout le temps un peu tabou, hein, tu vas avoir un psychologue sportif, whatever. Puis, moi, je devais rester avec cette idée de cave-là, Mais quand j'ai commencé à travailler avec elle, moi, je pensais que j'étais fort mentalement. Je me suis rendu compte que j'étais très faible mentalement. En parlant avec elle, elle m'a fait voir d'autres choses. Elle m'a fait comprendre des affaires que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Ça n'avait pas rapport avec la performance que je pouvais faire. J'ai appris une phrase qui aujourd'hui, me sert dans ma vie de tous les jours et je l'utilise à 1000%, c'est contrôler le contrôlable. Elle m'a appris cette phrase-là, puis moi, j'ai appris à l'utiliser. Je l'utilise peut-être un peu trop parce que ça frôle le je m'en foutisse. Là. Ma femme, des fois, ça n'était pas fâché. Je dis non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, je ne peux pas rien changer pour ça. Si je peux changer quelque chose, je vais le faire. Mais contrôler le contrôlable, ça m'a tellement rendu zen avec mon approche de combat. Avant, je me demandais où est-ce que ma blonde était assise, savoir si elle allait bien voir. Who cares? Même jusqu'à un certain point, gagner ou perdre, pas que ça ne me dérangeait pas, mais avant, j'étais gêné de retourner au gym quand j'avais perdu. Okay. Puis elle me disait, ouais, mais tu gagnes ou tu perds, ils vont être là pareil. Je dis, eux autres, ils sont là pour toi, ils s'en foutent. Là. Puis à un moment donné, tu commences à comprendre que tu t'en fais pour des affaires complètement stupides. Puis après ça, tu fais le reflet de ta vie personnelle, puis tu appliques ça dans ta vie personnelle. Puis il m'a dit, je dors bien. Là. Je dors bien en maudit depuis que j'applique ça à 100%, je dors très bien. Tu sais, toutes les qualités, tous les trucs que tu apprends parce que c'était tellement extrême comme style de carrière que tous les atouts humains que tu pognes là-dedans pour justement réussir à performer, ben, c'est tous des outils qui te servent dans ta vie de tous les jours après ça. Oui, parce que être un athlète professionnel, ça te prend quand même une discipline de vie. Ceux qui n'ont pas de discipline de vie, peu importe qui, tu ne feras jamais carrière longtemps dans un sport. Ça te prend une hygiène de vie, puis ça te prend une discipline de vie aussi. Puis, tu l'as-tu maintenu, ça? Oui, je l'ai maintenu. Au début, c'est sûr, au début, les connaissances qu'on avait d'entraînement puis de nutrition, des choses comme ça, n'étaient pas comme quand j'ai terminé ma carrière. Je te dirais, en 2004, je me suis battu à 205 livres à l'UFC. Après ça, je me suis battu 9 ans à 185 livres. Puis, quand j'ai décidé de descendre à 170, c'est parce que là, les connaissances de nutrition, puis d'entraînement, puis d'hydratation étaient connues de tout le monde. Fait que là, les gars, 185 livres, là,
physiquement, il était bien plus gros que moi. Là. Fait que, là, je décide de faire des sacrifices, travailler avec Jean-François Gaudreau, qui m'a suivi avec ma nutrition toute à la fin de ma carrière. Puis si je n'avais pas descendu à 170 livres, jamais j'aurais fait un autre 5 ans dans ce sport-là. Okay. Les gars étaient rendus ben trop gros. Mais ça m'a amené à comprendre comment que le corps marchait aussi, puis à comprendre la nutrition, puis comment appliquer ça dans ma vie de tous les jours aussi. Fait que, c'est sûr, tu as des reflets avec le parcours dans l'athlète professionnel. C'est sûr que ça va déteindre dans ta vie personnelle, c'est sûr. Ouais. Puis, tous ces trucs-là, moi, ça m'impressionne tout le temps, là, tout ce qui est les coupeurs de poids extrêmes, les pertes de 26 livres avant de peser, tout ça, je trouve ça... C'est quoi? C'est des bains de sel d'Epsom, j'imagine, là, puis des trucs de même. Puis ça, c'est une autre affaire hein, que je parle dans le livre et qui est très controversée. Les coupes de poids drastiques, c'est très, très, très controversé. Puis j'en parle parce que moi, j'étais un gars qui coupait beaucoup de poids. J'étais un gars qui perdait 22 à 23 livres en 18 heures à peu près, en déshydratation. Fait que je me pesais à 170 livres, mais je me rebattais le lendemain autour de 192, 193 livres. Ça, c'est de la science. Il y a une préparation. Je ne peux pas faire ça demain matin, tu comprends? Fait que, il y a une préparation des semaines avant, la semaine de la pesée, il y a une préparation qu'il faut que tu fasses avec ton corps. Puis là, il faut que tu travailles avec les professionnels, il faut que tu travailles avec du monde qui savent ce qu'ils font. C'est extrêmement dangereux, c'est horrible pour les organes vitaux, pour le cerveau. Moi, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que je devrais faire une coupe de poids? Non, man, fais-en pas, même si moi je l'ai fait. Mais si tu veux le faire, ben, arrange-toi pour le faire avec du monde qui connaît ça pour le rendre le plus sécuritairement possible, même si c'est atroce puis horrible pour le corps. Donc, c'est sûr que c'est un processus très complexe, mais très droit. Il faut pas que tu sortes de ce processus-là parce que sinon, tu vas la manquer, la pesée. Tu sais, c'est pas compliqué. Le principe n'est pas compliqué. Il faut que tu fasses sortir de l'eau de ton cort. Là. Mais il y a une façon de le faire. C'est juste la déshydratation, en fait. Exact. C'est uniquement ça. OK. Il y a une façon de se réhydrater aussi après. Il faut que tu ne peux pas aller caler un 2 litres d'eau frette. Tu peux te noyer toi-même, tu vas faire éclater tes cellules. Il y a beaucoup de connaissances là-dedans qu'il faut que tu ailles avant de t'approcher de faire une coupe de poids d'une quinzaine de livres. C'est ultra dangereux. Là. Okay. C'est fou. Puis ça, mis à part les blessures physiques, là, je me doute qu'après ça, tu as tout le temps mal quelque part. Puis je veux pas, ça laisse des traces, là, avoir une carrière comme ça. Mais par rapport à ces enjeux-là de coupure de poids, est-ce que il te reste-tu des problèmes avec ça après? Ça fuck-tu tes reins? Y a-tu des affaires de même? Y a-tu. Aujourd'hui, tu payes le prix de ça, mettons? Non, je te dirais pas en ce moment. Je te dis, peut-être rendu à 60 ans, on va avoir des affaires. Mais tu sais, pour ça, je te dis, si tu me demandes est-ce que je devrais faire une coupe de poids, la réponse est non. Mais moi, c'est moi qui ai décidé de faire ce sacrifice-là. Personne qui m'a mis une balle un gun sur la tête et dit OK, tu vas couper à 170 livres. Non, c'est moi. C'est moi qui ai décidé de faire ça. Fait que je vais vivre avec les conséquences. Puis j'étais conscient, j'étais à la fin de ma carrière. Fait que je savais ce que je faisais. Je n'étais pas un jeune innocent. Là. Fait que, c'est correct. J'accepte ça. Mais c'est sûr que j'ai hypothéqué mon corps qui est beaucoup plus vieux que ma vraie âge. Mais le plus important là-dedans, c'est que je sais que ma tête est correcte. J'ai été passer des tests avec un neurologue pendant 6 mois de temps. On a fait des tests, on a regardé ce qui se passait. J'avais des symptômes de commotion, j'avais des symptômes. Parce que moi, je ne me suis jamais fait passer de knock-out en carrière. En 15 ans de carrière, je ne me suis jamais fait knocker de ma vie. Puis, je ne me suis jamais fait vraiment ébranler non plus. Puis, j'en ai reçu beaucoup des coups parce que mon style, moi, c'était de rester debout. Fait que, j'ai changé des coups pour coup avec plusieurs combattants dans ma carrière. Puis, c'est pour ça que je te dis, j'avais une capacité de prendre un bon coup. Fait que, ça m'a sauvé à une coupe de reprises dans des échanges. Mais j'ai pas juste eu 34 combats avec des coups de poing sur la tête. J'ai eu 15 ans d'entraînement de coups de poing sur la tête. Fait que c'est énorme, ça. Fait qu'à un moment donné, un an après ma retraite, j'ai décidé d'aller consulter et d'aller voir vraiment ce qu'il y avait. Je trouvais que ma mémoire à court terme faisait défaut un peu. Des fois, je voulais faire de quoi? Genre, je finissais mon texte. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Puis là, ça revenait genre 5 minutes après. Fait qu'on a fait des tests. Des 3-4 heures de temps, je sortais de là, j'étais brûlé. Puis finalement, la conclusion, c'était juste que je m'en foutais pas mal de ce que j'allais faire dans 5 minutes. C'était un manque d'intérêt plus qu'un symptôme de commotion. Mais sérieusement, moi, ce qui m'a plus choqué, entre guillemets, c'est que Louis de Beaumont, le neurologue qui m'a fait les tests, il m'a dit « Je suis vraiment content que tu sois venu me voir pour vrai parce qu'il y a 5%
des athlètes qui ont fait des sports de contact, pas des sports de combat, des sports de contact, là, que ce soit le football, le hockey, la boxe, qui viennent me voir pour voir s'ils ont des séquelles. Je dis, voyons, tu me niaises, hein? Il dit, non, le monde aime mieux pas savoir s'ils ont des séquelles. Je dis, mais voyons. J'ai dit, moi, j'aime bien mieux savoir si j'ai quelque chose à faire. Je dis, je suis rendu à moitié de ma vie. Il me reste encore bien du temps. Mais en tout cas. Je pense que c'est quoi? C'est de la honte ou c'est-tu genre, ils se sentent coupables d'avoir peur? La peur, je pense. Ils préfèrent. Non, plus la peur. Ouais. T'as pas de goût d'avoir de mauvaises nouvelles, puis tu fais, ah, fuck it, je vais juste. Exact. T'as mieux vivre dans l'ignorance, puis que mettre ça de côté, mais à un moment donné, ça peut venir te chercher. Ouais. Hey, fait que, écoute, merci pour vrai beaucoup. Je vais te laisser là-dessus. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. Ça a été excessivement intéressant. Merci beaucoup. J'aurais parlé pendant 3 heures. J'ai appris plein d'affaires. Ton livre dans l'Octogone sort le 30 septembre. Fait qu'on invite tous les gens à... Est-ce qu'il y a une version audio qui se prépare? Pas audio. Il va y avoir une version web. Qu'on vous pourra acheter si vous ne voulez pas vous déplacer dans les librairies. Ça va être vraiment partout. Hein. C'est à partir du 20 septembre, la campagne de promotion va partir. Puis on va être un petit peu partout dans les émissions de télé le matin. On va être dans les radios aussi, sur le web, un petit peu partout. On va être dans le journal aussi. Donc, c'est une grosse campagne de promotion. Puis ça, je remercie les Éditions de l'Homme pour mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Mais je pense que le monde sont prêts à entendre la vérité sur ce sport-là, de démystifier beaucoup de mensonges et de mythes qui se sont implantés dans la tête, puis de voir où ce que le sport est rendu et de donner un respect à ces athlètes-là. Ouais, ben en tout cas, moi, j'ai énormément de respect pour ce que tu fais et ce que vous faites en général dans ce sport-là. Fait que, good job. En terminant, est-ce qu'il y a des trucs qu'on aimerait mettre en valeur, peut-être des projets personnels ou des business que tu as, des trucs que tu aimerais que les gens portent attention, des produits, c'est quel travail, des trucs comme ça? Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. J'étais quand même assez présent. Oui, je te vois répondre à du monde qui trash talk. Pour vrai, moi, je réponds à tout le monde. Moi, que tu m'aimes, que tu m'aimes pas, moi, je réponds à tout le monde. J'aime ça. J'ai appris à faire la part des choses avec ça. Moi, ça me passe du pied par-dessus la tête à cette heure, que tu m'aimes, que tu m'aimes pas. Je suis qui je suis, puis this what it is. Moi, je vis bien avec moi-même. Mais j'aime ça. Est-ce que d'être une machine à tuer, ça donne cette confiance-là de hey, c'est pas important. C'est pas important que, tu sais. Ça te donne l'espèce de recul de pour vrai, c'est un bébé chien, là. Je vais te lancer une balle, puis là. Peut-être que ça me donne un peu plus de confiance, c'est sûr, mais au bout de la ligne, je me suis rendu compte à un moment donné que ceux qui me faisaient du trash talk sur soit ma performance à la télévision ou ma performance dans l'octogone, c'est souvent des couch potatoes. Fait que, à un moment donné, quand tu compares, tu te consoles. Ouais, très bien. Fait que sur Facebook, sinon, t'as-tu un gym? Mon Instagram, sur mon Instagram, Pat Côté MMA, ça va être là-dessus pas mal qui va avoir la plus grosse campagne de promotion pour le livre. Pour aller sur mon site internet, patrickcôté.com. Oui, j'ai un complexe sportif qui est réouvert depuis maintenant 1 mois. Cool. C'est la folie. C'est la folie. Tout le monde revient. On est obligé de refuser du monde. C'est le centre XPN sur le boulevard, juste à côté des promenades Saint-Bruno. Donc, jusqu'à le Golf Town, jusqu'à la SAQ Dépôt. Donc, on est dans le même building qu'il y a là, donc le centrexpn.com, si vous voulez voir où ce que c'est. On refuse du monde, c'est complètement un autre concept de tous les autres gyms. Il n'y a pas de miroir chez nous. Déjà là, il n'y a pas de miroir. Tu viens pour t'entraîner. On a un service à la carte. On a des thérapeutes, un médecin qui est là. On a des entraîneurs pour tout. On a des nutritionnistes. C'est vraiment très, très complet. Donc, vous pouvez aller visiter ça, vous allez avoir toutes les informations. Génial. Hey, merci beaucoup. Je ne te retiens pas plus longtemps. Ça a été super intéressant. Puis, bonne chance pour la suite. Bonne chance avec les ateliers de Daniel Fichot. Tu vas faire crier après. Allez donner un biberon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est vrai, faut dormir un peu. All right, bye. Merci beaucoup. Salut.